Bien bonjour tous, on est le 17 mai et on se retrouve donc après un week-end très long. Ceux qui ont été à Terre de Blues ont profité de ce festival, 17e édition. On en parlera tout au long de la semaine, sinon on revient à l'actualité brûlante de la Guadeloupe et on parlera tout à l'heure, on va développer tout à l'heure les titres avec Jessie. Sinon on va recevoir Monsieur Gibbs, je prononce bien Daniel, qui a fait spécialement le voyage depuis Saint-Martin pour être dans nos studios. C'est un honneur. On recevra après Karine Fleming qui viendra nous parler d'un rallye mémoire qui aura lieu dans les jours qui viennent. Et puis comme chaque mardi, on aura notre chronique ostéo avec Mélissa. Sinon tout de suite avec Jessie, le déroulé des titres de l'info. Merci Danick. Vandalisme au Lamentin. Dans la nuit du vendredi 13, de nombreuses plantes communales ont été arrachées et jetées sur la voie publique. Jocelyn Toribio, maire du Lamentin, s'est exprimé. Mobilisation aujourd'hui pour les impôts en Guadeloupe. Mauvaises conditions de travail et suppression d'emplois. Donc font partie de leurs remarques. La grève risque d'être reconduite. Et l'ARS et la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant combattent en force le virus Zika. 3000 cas ont été recensés en Guadeloupe. Ils déploient un plan d'action renforcé pour combattre la prolifération du virus. Développement des titres dans à peu près 25 minutes après la première. Alors, je le disais, on reçoit donc M. Gibbs, Daniel, de son prénom, qui vient de Saint-Martin et qui vient pour parler avec nous de choses qui concernent cette île du Nord dont on ne parle pas suffisamment en Guadeloupe. Alors, j'ai comme l'impression, M. Gibbs, que sur le plan éducation, vous n'êtes pas très satisfait des propositions qu'on vous fait. C'est-à-dire que... Bonsoir déjà. C'est-à-dire que depuis l'évolution institutionnelle de Saint-Martin dans l'article 74, comme vous le savez, un certain nombre de compétences ont été transférées à la collectivité de Saint-Martin. Et parmi ces compétences, il n'y a pas l'éducation, mais il y a toute une administration qui a été dévolue à Saint-Martin. Et il était que naturel que Saint-Martin reçoive aujourd'hui le rectorat, plutôt le vice-rectorat, puisque dans un premier temps, pour gérer ses compétences sur place. Vous savez, on a demandé une évolution institutionnelle, on a obtenu celle de l'article 74 de la Constitution, se responsabiliser jusqu'au bout, prendre en charge notre destin, c'est aussi le souhait de Saint-Martin. Et c'est donc naturellement qu'on a demandé, j'ai demandé à la ministre un vice-rectorat. En réponse, j'ai obtenu une direction académique. On ne dira pas juste, c'est quand même une évolution. Je le prends positivement dans le sens où c'est quand même une évolution pour Saint-Martin avec certaines prises de décision sur place. Mais dans l'objectif, je garde en ligne de mire la mise en place quand même d'un vice-rectorat qui est nécessaire de toute façon. Ça reste un objectif. Pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, bien sûr. D'accord. Alors, je voulais revenir avec vous un peu sur les débuts de la com qui ont été assez difficiles du point de vue budgétaire, du point de vue financier. Est-ce que plus de 10 ans après, les choses commencent à, on va dire, se calmer budgétairement parlant? Je ne dirais pas ça. Je pense que les problèmes vont en s'empirant puisqu'on est parti sur un pied bancal et on continue. Vous êtes à cloche-pied. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de choses de responsabilité et du côté de l'État et du côté de la collectivité qui n'ont pas été, je vais dire, tenues, mises en place. Même financées, même on peut dire. Exactement. Et parmi les interprétations qu'on pouvait avoir de cette loi organique, il y avait la problématique, je pense que vous en faites allusion, de la CSG-CRDS, qui est normalement un prélèvement social pour bénéficier de la sécurité sociale et tout ce qui s'ensuit, ce qui est logique. Cette partie-là, on n'a aucun problème. Là où nous avons un problème dans l'interprétation des textes, et nous n'avons pas la même vision, bien sûr, au niveau du gouvernement et au niveau de la collectivité, c'est que la partie qui est prélevée de la CSG-CRDS sur le patrimoine devrait revenir à la collectivité dans la mesure où la collectivité a la compétence fiscale sur tout ce qui est immobilier. Donc moi j'ai demandé, et mon groupe a demandé lors du dernier conseil territorial que cette compétence et cette recette soit dévolue à la collectivité comme il se doit. Et pour ça on a demandé à ce qu'elle instruise
une demande en justice pour pouvoir récupérer cette recette. Voilà. Alors la présidente, lors du conseil territorial, m'a assuré de revoir le dossier avec ses équipes. Jusqu'à présent, je n'ai rien entendu, mais je ne désespère pas. Et ici. Oui, alors vu les difficultés rencontrées, est-ce que cela va conduire à une nouvelle évolution statutaire pour Saint-Martin ? Non, je pense pas. Je pense que l'article 74 est un bon outil qui donne une certaine autonomie à Saint-Martin, comme j'ai dit, qui permet de responsabiliser, permet de prendre en charge son destin. C'est vrai qu'il faut regarder un peu plus loin. C'est vrai qu'il y a une autre marche à franchir qui est celle de rester en région ultra-périphérique, c'est-à-dire dans l'Europe, ou devenir un pays et territoire d'outre-mer. Et notre groupe s'est penché sur la question car il faut se la poser. Il faut se la poser. On est à 8000 km de l'Europe. On est à 8000 km de leurs préoccupations et donc inévitablement aujourd'hui on se pose la question, est-ce qu'on est dans le bon créneau aujourd'hui? Et effectivement, lorsqu'on regarde autour de nous, il y a Sint-Maarten qui est un PTOM, Anguilla, on a Saint-Kitts, Saba et juste dernièrement Saint-Barthélemy qui devient un pays territoire d'outre-mer. Comme je suis un fervent défendeur de la coopération régionale, comment voulez-vous que nous coopérons avec ces îles voisines ou ce côté voisin sans avoir les mêmes armes, les mêmes outils? Alors je dis, j'ai ma vision de la chose, mais je pose le sujet sur la table. Et je dis que ne nous posons pas ce problème dans encore 10 ans, il faut se le poser maintenant. Et vous savez, je me pose la question pour Saint-Martin, mais j'irai même plus loin. Je pense que dans la stratégie des Outre-mer en général, c'est une question qu'on doit tous se poser. Les dispositifs de l'Union européenne sur nos territoires et enlever de l'idée tout ce qu'il y a comme recette au niveau du FEDER. Parce que je ne pense pas qu'on devrait évaluer le bénéfice ou pas de rester en Union européenne par rapport à ce qu'on peut avoir comme ressources financières, mais comme dispositif et comme levier nous permettant d'avoir une véritable stratégie orientée sur nos territoires. J'ai toujours dit au niveau national, j'en ai un peu ras-le-bol des déclinaisons des politiques nationales et encore moins des déclinaisons des politiques européennes. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on considère nos outre-mer en tant que tels et je me pose la question au niveau local, Saint-Martin, parce que je suis le député de la circonscription, mais j'envisage aussi, je pousserai mes collègues aussi à faire de même sur leur territoire. Ça signifie que vous vouliez bien que Saint-Martin et Sint-Maarten se rapprochent un peu plus, je veux dire, structurellement, pas seulement géographiquement, puis le sont déjà, c'est la même île, et il y a une possibilité de trouver un juste milieu, si je peux parler comme ça. Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, mais encore une fois, Sint-Maarten, nous souffrons, nous, côté français, de toute la réglementation stricto sensus européenne par rapport à nos voisins qui n'ont pas la même réglementation. Alors, ma question c'est, allons-nous rester année après année à se lamenter sur le fait que eux ils peuvent le faire mais nous ne pouvons pas le faire? Je rappelle simplement que nous vivons à l'heure européenne avant l'Europe, car depuis 1648, le concordat de 1648, nous sommes deux nations différentes vivant avec une libre circulation des biens, des personnes et des marchandises, avec une frontière complètement ouverte. Donc aujourd'hui, vous avez inventé Schengen, quoi. Quelque part, nous sommes les précurseurs. On a été précurseurs dans beaucoup de choses, mais en l'occurrence sur ce statut, à un moment donné, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'il n'est pas plus avantageux que nous soyons tous les deux basés sur le même système, ou est-ce qu'au contraire, il faut rester comme nous sommes, et dans ce cas-là, s'en tenir à ce que nous avons? Moi, je ne suis pas poussé pour aller dans ce sens, mais je dis quand même qu'il faut se poser la question, car beaucoup de nos mots proviennent de ces statuts qui sont différents et de cette concurrence quelque part un petit peu déloyale. Alors, les défenseurs de ceux qui veulent rester en région ultra-périphérique vous diront, oui, mais nous avons une enveloppe. J'allais vous dire, justement, est-ce que vous avez les moyens, est-ce que vous aurez les moyens de cette politique? Je vous ai devancé. Bien sûr que c'est un argument qui pèse assez lourd dans la balance, mais parfois, il ne faut pas regarder le gain qu'il y a au niveau financier, il faut regarder effectivement les leviers que nous avons pour utiliser ces gains. Aujourd'hui, lorsque nous voyons le développement côté français et lorsque nous regardons le développement côté hollandais qui touche du FED et pas du FEDER, donc hors Europe en étant PTOM, et vous voyez que la partie hollandaise a un port de croisière qui est digne de ce nom, avec 2 millions de passagers, ils ont baissé un peu, ils sont descendus à 1,7 million, un aéroport international de 800 à 1 million de passagers actuellement et qui peut avoir une plus grosse capacité, et vous l'avez visité
connectivité, vous savez de quoi je parle. Et lorsque vous regardez les infrastructures du côté français, Oui. on n'est pas à la même enseigne. Oui. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire le grand saut. Je dis quand même qu'il faut se poser la bonne question. Je dis qu'il faut en informer la population parce que plus tard, il va falloir consulter cette population pour prendre la décision à savoir rester ou pas dans l'Union européenne. Et justement, le projet qui avait été voté par le projet de Serge Letchimy qui avait été voté pour la coopération régionale des Outre-mer, est-ce que c'est pas déjà un premier pas? Alors, c'est une bonne question. Mais j'ai presque envie de dire que nos îles voisines devraient prendre exemple contre nous et pas nous critiquer par rapport au choix du statut, parce que quelque part, Saint-Martin, encore une fois, et Saint-Barthélemy sont précurseurs en la matière, puisque nous avons évolué vers une collectivité article 74 avec un transfert de compétences qui était énorme quand même. Toutes les compétences des régions et des départements ont été dévoluées à ces deux collectivités, plus les compétences d'État, sauf les 5 droits régaliens. Bon, ben aujourd'hui, nous, on fait déjà la coopération régionale parce qu'on en a la compétence. Oui. Et c'est pour ça qu'on a demandé à avoir ce statut un petit peu sur mesure, parce qu'on voulait avoir la liberté des choix et des décisions que nous prenions pour le développement économique de notre territoire, ce que demande Serge Letchimy quelque part, à juste titre. Mais lorsqu'on a posé la question à l'époque, à savoir, voulez-vous rester dans le 73 ou voulez-vous évoluer vers un 74, c'était là qu'il fallait prendre la décision de dire, mais voyez, on veut gérer notre destin, on veut avoir les moyens de communiquer et de décider avec nos partenaires, nos îles voisines, ce qui est justifié au niveau de la Martinique, avec Sainte-Lucie qui est juste à côté, la Guadeloupe avec les îles environnantes, la Dominique. Mais c'est clair, c'est l'évolution de demain. À un moment donné, il va falloir passer par... Alors, je vais vous poser une question extra-sémartinoise, puisque vous êtes en Guadeloupe et beaucoup de Guadeloupéens de Martiniquais vous regardent, mais des Guadeloupéens aussi. Certaines personnes restent assez frileuses, même sur le 74. Oui. Je parle au niveau de la nouvelle gouvernance ou même de l'ancienne. Est-ce que, depuis que Saint-Martin a changé le statut, les gens meurent de faim, crèvent dans la rue, tout a disparu, il n'y a plus de sécurité sociale, il n'y a plus rien, les assiettes sont vides. C'est quoi la situation? D'abord, avant de vous répondre, je finirai par dire quand même que j'ai voté la PPL de Serge Letchimy, quand même. Mais non, personne ne meurt. Les temps sont difficiles et vous avez raison de le souligner. C'est pas l'outil qu'il faut critiquer, c'est l'homme qui est derrière l'outil. Comme on dit, c'est pas l'outil qui fait le maçon, c'est le maçon qui fait la preuve du travail qui peut mettre en avant. Mais encore une fois, on ne peut pas aujourd'hui évoluer dans un statut et ne pas l'utiliser en tant que tel. Et c'est vrai que les problèmes que nous avons aujourd'hui viennent essentiellement du fait qu'on continue à gérer cette collectivité comme une commune. Comme avant. Et nous avons les moyens qui sont mis à notre disposition, en tous les cas, en termes de logistique. Après, c'est vrai que vous avez raison, vous l'avez souligné en début de programme, il y a les moyens financiers qui manquent, il y a une part de responsabilisation de l'État. D'ailleurs, la collectivité a fait une QPC qui devrait passer dans pas très longtemps et qui donnera certainement raison à la collectivité, puisqu'il y a un retard qui n'a pas été rattrapé, il y a un accompagnement qui n'a pas été suffisamment fait. Et si on veut qu'une collectivité réussisse de la meilleure façon, il faut lui donner les moyens. Alors on ne va pas comparer avec Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy est un tout autre produit qui est franco-français. Il n'y a pas une deuxième nation avec des frontières. Qui a choisi un pôle économique qui est le tourisme, oui, mais nous le aussi, développement. Nous aussi, nous sommes à 90%, pour pas dire 95%, une économie tournée vers le tourisme. Oui. Ça, c'est clair. Saint-Martin a toujours été touristique, avec plus de 70% de clientèle américaine. Oui. Nous avons vécu essentiellement sur du tourisme. Et une grosse partie de nos problèmes économiques viennent après 95, après les sorties de défiscalisation, bien évidemment, mais surtout après le cyclone Louis, où on a vu des produits qui ont été fermés, des produits touristiques hôteliers, et on a perdu plus de les 3/4 de notre flotte hôtelière. On a perdu, on est passé de 4700 chambres à pratiquement moins de 1400 chambres.
Alors je dis moins de 1400, moins de 1500 parce que c'est le chiffre que donnent les socioprofessionnels. Moi, dans mes comptes à moi, il y a moins de 1000 chambres d'hôtels purs. Comment voulez-vous aujourd'hui avoir une économie qui soit aussi florissante que ce qu'elle était en 95 à son pic avant le cyclone Louis? C'est pas possible. Si nous générons une activité économique basée sur l'aérien, qui était notre tourisme, le tourisme que j'appelle le tourisme de 10 jours, de longue durée. Voilà, pour de longue durée, pour mettre en opposition avec le tourisme de croisière, qui est une forme de tourisme qui est intéressante. Aujourd'hui, c'est celle qui nous fait vivre. Mais le véritable touriste que nous apprécions côté français plus volontiers, c'est celui qui reste un peu plus longtemps, car il dépensera un peu plus. Voilà. Et cette activité, il faut la remettre sur les rails. Et pour ça, il faut sortir des projets. Et pour sortir des projets, il faut avoir des investisseurs. Pour avoir des investisseurs, il faut avoir une fiscalité adéquate. L'assiette fiscale, elle est élargie depuis... Non, l'assiette fiscale est toujours réduite. Le taux de recouvrement a légèrement augmenté, mais le taux de recouvrement est assez inférieur à la moyenne. Moi, à l'époque, on parlait de 47% de taux de recouvrement. Aujourd'hui, on vous dira que ça a un petit peu augmenté. Je pense que c'est plutôt la pression fiscale et les taux qu'ils ont augmenté qui font penser à un recouvrement plus important. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut réformer notre fiscalité, car nous sommes arrivés à Saint-Martin en bout de souffle. On a la compétence fiscale. Et on ne l'utilise pas. Avoir la compétence fiscale, c'est aussi avoir le courage des réformes qui sont nécessaires pour redynamiser l'engin. Jessie, peut-être. Alors justement, comme on parle de coopération régionale, vous avez effectué une mission parlementaire il y a 3 semaines à Haïti. Où ça en est justement vos échanges avec Haïti? Mais écoutez, notre déplacement à Haïti, qui avait été repoussé pour la 3e fois à cause de l'instabilité gouvernementale due aux élections et au 2e tour qui ne se faisait pas, mais finalement on a décidé de le faire. Pourquoi? Parce que je fais partie du groupe d'amitié franco-haïtien et j'en suis le vice-président. Monsieur Anoté en est le président et on a décidé de faire ce déplacement malgré la situation. Pourquoi? Parce que Haïti n'a pas de l'équivalent sur son territoire. Il n'y a pas de groupe d'amitié. Et ils ont décidé de créer pour la première fois à Haïti un groupe d'amitié, et c'est le groupe franco-haïtien. Donc nous en avons profité pour souligner cet échange entre les deux nations, puisque la France et Haïti ont une histoire parfois douloureuse, mais aussi ô combien attrayante et enrichissante. Donc on a voulu resserrer tous ces liens entre les parlementaires haïtiens et... D'autant plus que vous avez une population haïtienne assez importante sur l'île. C'est la raison pour laquelle j'ai fait partie de ce groupe d'amitié. Effectivement, je suis dans 2 groupes d'amitié, la Suède, par rapport à Saint-Barthélemy et ses liens avec la Suède, et Haïti, par rapport à la communauté haïtienne qui est assez forte sur Saint-Martin. Comprendre aussi les mécanismes, et comme vous le soulignez, vous avez parlé de coopération, je vous en remercie. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, la coopération, ça sera la solution de demain. On parle beaucoup de Cuba, mais on regarde toujours très loin, on oublie de regarder juste autour de nous. Les pays avec qui nous sommes amis, les pays avec qui nous avons le plus de liens, c'est ces pays avec lesquels il faut que cette coopération commence. Et comme Charité et Bien Ordonné commence par chez soi, j'ai voulu aussi montrer sur Saint-Martin qu'il y a Sainte-Martine, il y a une frontière qui est ouverte. Nous avons les familles des 2 côtés. Donc la coopération régionale, elle doit aussi commencer là. Et pour ne pas que ça reste avec des 20 mots, j'ai proposé à ce qu'on ait, ce qu'on appelle, excusez-moi du terme, United Congress French and Dutch, un congrès unissant le côté français et le côté hollandais, les 2 exécutifs, pour prendre des décisions au niveau local et de les valider par des délibérations. Parce que figurez-vous que jusqu'à présent, les seules conventions qui existaient, c'était des Memorandum of Understanding, les MOU, qui ne tenaient que ceux qui les signaient. Mais que, année après année, on changeait une virgule, on changeait un point, on changeait une phrase. Il n'y avait, pour moi, aucune coopération. D'ailleurs, régulièrement, je pose la question, citez-moi un exemple de réelle coopération à Saint-Martin entre les 2 territoires qui soit concrète. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, il faut bien créer une institution pour fidéliser et pour entériner ces échanges. Ça signifie peut-être que, allez, c'est de la politique fiction, qu'un jour, il y aura une seule Saint-Martin. Écoutez, je pense qu'il faut aspirer... C'est dans la tête déjà. Il faut aspirer dans ce sens. Alors peut-être que c'est de la politique fiction, comme vous dites, mais je pense qu'un jour, elle arrivera. Peut-être pas demain, mais à terme,
pourquoi pas. Aujourd'hui, on voit les intercommunautés. Aujourd'hui, on peut réinventer les choses. On n'est pas à reprendre des mécanismes qui existent. Pourquoi pas aussi avoir un gouvernement suprême en ayant les deux côtés de l'île avec le gouvernement local côté français, le gouvernement local côté hollandais, mais aussi avoir une entité supérieure. Moi, je commence avec le Congrès. Oui. C'est un signe déjà, ça rapproche un peu les deux. Et je commence par un Congrès. Pourquoi ? Parce que chaque année, il n'y aurait pas à voter pour le président, il y aurait un président tournant. La première année, ça sera soit le président du côté français, soit le Premier ministre du côté hollandais, et l'année d'après, ça sera celui qui ne l'a pas été. Pourquoi ? Pour montrer que le problème, en fait, c'est pas qui va en être le président. Le problème, c'est quelles sont les décisions qu'on va prendre dans cette institution ensemble, avec les deux exécutifs, et surtout s'y tenir. Et savoir exactement ce que veut un côté et ce que ne veut pas l'autre côté, afin que nous puissions être confirmés dans les choix. Alors peut-être qu'on voudra faire de la coopération dans tel domaine, peut-être pas dans un autre, mais au moins on sera fixé et on prendra les décisions en adéquation. Il faut que la population soit consciente des engagements des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est trop opaque. Donc justement, ça va concerner aussi le tourisme, pouvoir vendre Saint-Martin, mais ensemble, région française, région... Alors, comme je vous l'ai dit, c'est 95% de notre économie. Oui. Bien évidemment, ça devrait être la première délibération de coopération, oui. Effectivement. Et vous savez, moi, je suis un défenseur de nos territoires. Je trouve que nous avons des régions qui sont extraordinaires. Je vais parler de Saint-Martin parce que je connais Saint-Martin par cœur, mais la Guadeloupe, la Martinique, c'est les régions qui sont extraordinaires. Quand on parle de coopération, mais on doit aussi faire de la coopération avec ces territoires. On n'a pas quitté la Guadeloupe parce qu'on avait un problème spécial avec la Guadeloupe. On a quitté la Guadeloupe parce qu'on a voulu se responsabiliser et prendre en charge notre destin. Ce n'était que là notre volonté. Mais il faut qu'on garde ces échanges, il faut qu'on garde cette relation, il faut qu'on garde ce produit mixte que nous avons dans la Caraïbe. Il faut qu'ensemble, nous travaillions suffisamment pour pouvoir générer l'économie touristique dans cette zone du monde. Partout ailleurs, il y a de la guerre, il y a des problèmes. Profitons de cette ouverture pour aujourd'hui amener le tourisme dans nos régions. Et c'est par cette coopération régionale que nous arrivons. Et c'est pour ça que j'ai voté, entre autres, pour la PPL Letchimy. Mais on a une réelle carte à jouer. Il y a de réels enjeux pour nos territoires. Il suffit d'avoir la volonté. Moi, vous voyez, je suis un passionné sur tout ce qui touche le tourisme. Et c'est pour ça que je vous ai évoqué la question européenne. Parce qu'aujourd'hui, les dispositifs européens font que nos territoires ultramarins se focalisent sur qu'est-ce qu'on peut avoir, à quel endroit, et c'est ça qu'on va faire. Moi, je voudrais qu'on pense différemment dans les Outre-mer. Je voudrais qu'on pense, dans cette partie du territoire, on peut faire ça. On est bon là-dedans. On a tous du soleil, de la mer et du sable. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? On n'en fait rien. On est le territoire qui permet à la France d'être la deuxième, je ne dirais pas puissance, car quand on est une puissance, c'est qu'on utilise ces territoires. On est le deuxième porteur de maîtres maritime. Tout à fait. La puissance, elle vient. On sera la deuxième puissance quand on utilisera cette arme. Et nous, sur nos territoires, qu'est-ce que nous faisons pour mettre cela en valeur ? Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que nous soyons suffisamment courageux et honnêtes aujourd'hui pour porter la réflexion. Voulons-nous être maîtres de notre destin, prendre en charge nos responsabilités, ou alors voulons-nous rester à avoir des dispositifs nationaux ou européens qu'on appliquera et qu'on continuera à appliquer ? Alors, il nous reste 5 minutes pour répondre très rapidement à la question. Pour cela, il faudrait être président de la Com, par exemple. Par exemple. Si votre question c'est est-ce que je serai candidat, je pense que pour beaucoup de gens à Saint-Martin, il y a plus beaucoup de doutes. On dit que Mme Manson veut rempiler. Écoutez, chacun fera ce qu'on vient de faire. Moi, j'ai toujours dit que l'Union pour la démocratie, qui est le parti dont je suis président, a toujours eu un candidat à toutes les élections. Ça ne changera pas. On vient de créer la filiale, entre guillemets la filiale, mais la section jeune, dont je suis très fier, parce que nous passons, exactement, nous passons de la parole aux actes quand les autres restent dans la parole. Pourquoi ? Parce qu'il faut intéresser les jeunes aujourd'hui de la politique. La population a un désintéressement aujourd'hui de la politique, et surtout les jeunes. Il faut les remettre dans ce bain. Et pour cela, moi, je pense que la meilleure des attitudes était de les intégrer dans une formation politique digne
digne de ce nom, et c'est la note qu'ils avons fait en premier. Je retiens candidat aux prochaines territoriales. Écoutez, il y a de plus en plus de fortes présomptions. Je veux terminer, je vous le dis très honnêtement et sans langue de bois, je veux terminer mon mandat de député et de conseiller territorial, puisque j'ai ces 2 mandats. Il me reste 1 année et je voudrais les terminer à plein sans que cette campagne vienne empoisonner. Mais vous il y a y quand même pensez le matin, même en ne vous rasant pas. Bon, par exemple. Oui. Alors, Par autre exemple, chose. très fortement même. Oui, très rapidement, j'étais ce week-end à Marie-Galante et avec les élus de Marie-Galante que j'ai reçus sur un plateau, on a posé la question de savoir est-ce que Marie-Galante n'avait pas un transfert de population. Et l'exemple de Saint-Martin est venu, on dit oui, effectivement, est-ce que Marie-Galante n'est pas le prochain Saint-Martin? Alors, quand on vous dit ça à Marie-Galante et on pose la question à Saint-Martinois, que faire pour gérer, non pas la démographie galopante, rien du tout, mais voir au moins, je ne sais pas, fermer les frontières, qu'est-ce qui va se passer? J'ai lu ce que vous avez écrit récemment à ce propos dans une réunion de conseil territorial, sans tomber dans la xénophobie. Est-ce qu'à Saint-Martin, il ne faut pas un peu gérer le territoire Non, qui n'est pas extensible? Vous avez raison, c'est une discussion, il ne faut pas avoir peur. Beaucoup de politiques ont peur de parler des questions d'immigration. Je veux dire, c'est des problématiques qui nous touchent au quotidien et nous en souffrons tous. Moi, je dis juste une chose, un territoire est capable de contenir un certain nombre de personnes. Oui. Au-delà, c'est plus possible. Nous sommes des îles, nous ne sommes pas des pays. À un moment donné, on n'est plus extensible. Et si on veut que chacun ait les moyens de survivre, eh bien, à un moment donné, il faut prendre les bonnes décisions. Et je dis, il faut qu'on se penche ardemment sur cette question. Effectivement, allons-nous continuer à laisser un flux se faire, puisque nous, on a la problématique, contrairement à Marie-Galante, qui peut protéger ses frontières. Nous avons la problématique d'avoir le côté. Non, mais nous avons un côté hollandais qui a une réglementation spécifique et nous avons un côté français qui en a une autre. Vous savez que côté hollandais, il y a des visas qui sont nécessaires côté français, qui ne sont pas nécessaires côté hollandais, et la frontière étant ouverte, il y a un libre passage, ce que n'a pas Marie-Galante. Donc nous avons ça en plus. Mais toujours est-il qu'effectivement, c'est une question qu'il faut se poser. Et comme vous dites, c'est pas créer un mouvement xénophobe, c'est pas ça. C'est permettre déjà à ceux qui sont là et que nous avons accepter de pouvoir vivre de façon décente et produire et donner du travail à ces gens-là. Parce que c'est pas tout de recevoir, c'est aussi permettre de donner la matière première pour pouvoir faire que toutes ces personnes vivent ensemble en bonne communauté. Vous savez, Saint-Martin, 120 nationalités. Mais oui, 120 nationalités. Autant que la Guyane. Qui se fréquentent sur 75 km². Oui. Pendant toutes ces années, sans une guerre. Il y en a qui n'ont que 2 nationalités et qui sont en guerre depuis des années. D'accord. Ben écoutez, on vous remercie d'être venu nous dire tout ça. Ça a été bref et intense. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau du ZCL. On espère peut-être d'ici l'année prochaine vous revoir. Bien avec sûr. Un autre mandat, on ne sait jamais. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. J'espère que j'en aurai une deuxième. Mais ça va être plaisir que je reviendrai. On vous le souhaite. Merci. Il est pratiquement 13h. Ça va être l'heure de la pub. Et tout de suite après la pub, on retrouve Jessie pour le développement des titres de l'actu. Il est 13h07. Tout de suite, le rappel des titres avec Jessie Govindama. Vandalisme au Lamentin. Dans la nuit du vendredi 13, de nombreuses plantes communales ont été arrachées et jetées sur la voie publique. Jocelyn Toribio, maire du Lamentin, s'est exprimé. Jocelyn Sapoti. Ah, Sapoti. Oui, Jocelyn Sapoti. Mobilisation aujourd'hui pour les impôts en Guadeloupe. L'amélioration des conditions de travail et l'arrêt des suppressions d'emplois font partie de leurs revendications. La grève risque d'être reconduite. Et l'ARS et la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant combattent en force le virus Zika. 3000 cas ont été recensés en Guadeloupe. Ils déploient un plan d'action renforcé pour combattre la prolifération du virus. On poursuit donc tout de suite avec le développement du premier titre, Vandalisme au Lamentin. Donc dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 mai à la Rosière Lamentin, des individus ont arraché délibérément les plantes qui bordaient la route menant au futur espace thermoludique de Ravine-Chaude.
293 fleurs avaient été plantées par l'association Jeunesse Lamantinoise en Action dans le cadre d'un chantier d'insertion. La ville du Lamentin est confrontée à une série de dégradations volontaires des biens publics. Le maire de la ville, Jocelyn Sapotille, s'est exprimé. Reportage Olivier Félix. Ce n'est pas la première fois qu'on porte atteinte, je pourrais dire, aux biens de la municipalité, aux biens communs, les écoles, dernièrement le collège qui a été incendié, et aujourd'hui, voilà, des jeunes qui sont dans un chantier d'insertion. 23 jeunes lamantinois que nous essayons d'intégrer dans la vie professionnelle et qui aujourd'hui sont estomaqués, et le maire aussi, et toute la municipalité, toute la population. L'association a sorti créé 9 emplois pour ces jeunes-là lamantins. Et aujourd'hui là, ils ont commencé depuis le 15 mars en insertion. Aujourd'hui là, nous commençons à embellir avec une chaude parce que bientôt c'est ouvert au Tiwaï. Et encore montrer les autres, ça, peuple lamentin, certains à dans fait, mais nous planter 291 fleurs, ils ont racheté tout, ils voyaient en la rue là, pas même parti avec, mais ils voyaient tout en la rue là, ils ont mis ces jeunes là à dans chômage technique. Ces jeunes et moi-même, nous avons travaillé durement sur ce site, qu'on appelle le site numéro 1, la zone numéro 1. On a planté 291 plantes sur ce site. Donc c'est un travail qui a été fait de jeunes, lamantinois, mais c'est un travail surtout qui a été fait main. Je pense très sincèrement que c'est politique. Je ne vois pas quel intérêt autre que politique que d'arracher des plantes et de jeter les plantes dans la rue. Pour moi, tout ce qui se fait aujourd'hui en action de vandalisation, mais n'a qu'un intérêt politique, c'est de jeter le trouble sur ce qui se fait aujourd'hui. On fait du tort à qui? On fait du tort à la jeunesse lamantinoise, une jeunesse aujourd'hui que nous essayons de réinsérer, à la population lamantinoise, aux lamantinois. Ça fait moins la peine, on a senti que c'est des vies, ou que dis-moi, bon, pas des vies humaines, mais c'est quand même des flecs à vivre. Donc, là, ils fait en plantation comme ça pour embellir le Lamentin, et qu'après, moun ka passé qu'arracher. Bien entendu, nous pas savons qui moun, mais bon, nous pas supposer quand même, nous pas qu'à nommer don. Mais pour dire moi comme ça qu'ils ont arraché fleurs, c'est scandaleux. Alors pas mais là ils ont touché, ces jeunesse là ils ont touché. Ces jeunesse là ils ont fait la peine. Ces populations là ils ont fait la peine. C'est ces contribuables là qui la qui acheté fleurs là. Nous avons déjà reçu beaucoup d'appels de la population et nous avons des offres qui sont déjà faites par des habitants qui nous disent qu'ils vont nous emmener des fleurs, qu'on va se mettre ensemble et qu'on va replanter. Et je pense que là, nous serons tous solidaires. Et les jeunes aujourd'hui sont solidaires derrière la municipalité avec le maire pour pouvoir continuer l'action que nous mettons en place pour les Lamantinois. On va replanter de toutes les façons, même s'ils vont voler ou font tout ce qu'ils veulent, nous on va leur refaire. Ça c'est pas un souci, ça va pas nous décourager. 13h12 dans ce ZCL du 17 mai, je vous précise tout de suite que l'ancien maire du Lamentin, qui s'appelle réellement José Toribio, sera bientôt sur ce plateau. Nous aurons l'occasion justement de lui poser des questions sur ces actes de vandalisme, savoir ce qu'il en pense et comment lui il perçoit les choses. On rappelle qu'il y a 2 mois environ, effectivement, le collège avait subi déjà des dégradations et cela, tout le monde l'avait déploré. On n'a pas trouvé jusqu'ici les responsables. On va changer de registre tout de suite. On reçoit Karine Fleming, la présidente de ATS. ATS, c'est pas une marque de voiture, c'est en toute sauce. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu parler du Kanouka fait Bayou. Alors, moi, j'ai bien envie de comprendre c'est quoi le Bayou et Kanouka fait pour qui monde. Alors en fait, Kanouka fait Bayou, c'est un concept qui a été élaboré cette année de manière commune avec le mouvement Kiltirel Mascaclé. En écho à l'actualité qui a un petit peu défrayé la chronique sur les réseaux sociaux à la fin de l'année concernant le cimetière colonial de Saint-François, nous voulions réagir et porter... Un cimetière qui avait été, on veut dire, on va pas dire embêté, on ne fait pas embêter, je cherche le mot, qui avait été mise à nu par les vagues. Oui. Et finalement... Enfin, qui avait été mise à nu bien avant ça. En fait, la première découverte sur ce cimetière remonte à 1992. Oui, donc ça fait un moment déjà. Et en fait, c'était un promeneur... Si, il y a eu des choses qui ont été faites entre-temps. C'était un promeneur qui avait découvert sur la plage un crâne avec un collier de servitude. Oui.
qu'il avait ramené à la gendarmerie, bien sûr, surpris de cette macabre découverte sur son site de baignade. Et à partir de là, bien sûr, il y avait eu des fouilles préventives en archéologie qui ont été déclenchées. Ouais. Elles ont été déclenchées près de 10 ans après la première découverte quand même. En 2012, l'INRAP a fait des fouilles préventives sur le site et on a découvert dans un premier temps une centaine de sépultures. Mais on estime que le site, qui s'étend sur à peu près 1000 mètres carrés, devrait compter au moins 500 sépultures. Ça, c'est sans compter... En fait. C'est un vrai cimetière. Oui. Ça, c'est sans compter ce qui a déjà été englouti par la mer, puisque effectivement, on le sait, le niveau des eaux monte, et ça, c'est quelque chose d'inéluctable. Ce n'est la faute de personne, on va dire ça. Ouais. Et donc, effectivement, ce cimetière qui se trouve sur une plage, tout comme d'autres cimetières en Guadeloupe, celui de Sainte-Marguerite est concerné. Du côté de Sainte-Rose, quand je faisais un petit peu de recherche, j'ai appris qu'il y avait un cimetière qui avait été découvert sur Cluny aussi, qui lui a eu le temps de disparaître. Et donc, ce cimetière est aujourd'hui menacé. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Kanou Café Bouillot, le Bayo, c'est ça? Kanou Café Bayo. Cimetières ancêtres en nous. Il y a une association initiée par, je pense, Joël Nankin et quelques autres personnes. Absolument. Aussi Anduze, Gilles Anduze, etc. Voilà. Et donc, vous travaillez avec eux sur ce projet. En fait, nous les avons contactés pour pouvoir effectivement réaliser un lienage autour de cette question-là. Ça nous paraissait évident à Mascaclé en toute sauce de les contacter, puisque ce sont effectivement eux qui ont un petit peu porté la problématique plus aux yeux du public. Cette problématique d'ailleurs avait déjà été soulevée dans la presse, je tiens à le signaler, quelques années auparavant. Un confrère de France Antilles, M. Blumstein, avait fait plusieurs articles sur cette question, mais c'est vrai qu'il y avait eu peu d'écho. L'appel de Nankin, réalisé en novembre dernier, a effectivement sensibilisé un petit peu plus les consciences à travers ces photos postées sur les réseaux sociaux. On connaît l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est vrai que les gens se sont vraiment sentis touchés. En tout cas, nous, on s'est sentis touchés. Et en ce mois de mémoire, le mois de mai, on a décidé qu'il était peut-être intéressant de revenir sur la question pour vraiment porter un niveau d'information plus complet aux personnes, voilà, à la population. Jessie, peut-être une question ? Alors, j'aurais aimé que vous puissiez rappeler en fait l'émission de l'association En toute sauce. Alors, l'association En toute sauce, c'est une association qui se dédie à la promotion de tout ce qui est patrimoine culturel, historique, artistique caribéen et plus particulièrement guadeloupéen. Voilà, et culinaire, végétal, voilà. Donc c'est vrai qu'on a commencé avec les fameuses soirées ou journées en toute sauce qui tournaient essentiellement autour de la promotion, des produits locaux. On s'est surtout fait connaître là-dessus. Mais entre-temps, on a organisé beaucoup de choses. On avait organisé pour les 40 ans de mai 67 avec le Copagua, c'était ça? Oui, il y avait le Copagua, mais c'était surtout l'association de Monsieur Barfleur. Oui. Nous avions organisé un grand débat au Bic Créole sur cette question-là, qui avait permis aux gens de témoigner. Ce n'est pas la première fois que nous abordons des questions historiques. Il y a quelques années de ça, en partenariat avec la ville du Lamentin, nous avions organisé la première manifestation qui parlait un petit peu de la façon dont les noms avaient été donnés aux esclaves au moment de la libération. Et donc en fait on continue avec tous ces centres d'intérêt qui sont les nôtres à apporter de l'information à la population. Donc vous allez être amené à travailler, à collaborer encore à nouveau avec l'association contre le silence et l'oubli? Très probablement. En tout cas, nous souhaitions leur donner un coup de pouce parce que c'est vrai que c'est une association aujourd'hui qui essaie de recueillir un maximum d'adhérents pour pouvoir porter cette question-là au grand public. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le devenir de ces cimetières est essentiellement entre les mains des citoyens guadeloupéens. Les fouilles préventives ont été faites. On sait plus ou moins ce qu'il y a là, même si il y a encore manque de preuves historiques. Vous savez, ce type de processus, ça prend beaucoup de temps. Donc on a découvert effectivement pas mal d'éléments sur les sites qui permettent de dire que ce sont probablement des cimetières d'esclaves. Il reste aujourd'hui encore à conforter ces résultats avec des preuves historiques. Mais c'est vrai que nous souhaitions vraiment leur donner un coup de pouce pour qu'un maximum de personnes adhèrent
à cette association et se penche sur cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Après les préventifs qui avaient été réalisés par l'INRAP en 2012, il avait été question, pour pouvoir protéger ce cimetière, de faire un enrochement sur la plage. Malheureusement, pour des raisons qu'on a du mal à expliquer, parce que tout le monde se renvoie un petit peu la balle, cet enrochement n'a pas été fait. Et les sépultures ont continué à disparaître dans la mer. Voilà, à disparaître dans la mer. Aujourd'hui, face à l'inéluctable montée des eaux, est-ce que effectivement il faut toujours réaliser cet enrochement, qui est apparemment très coûteux? Est-ce qu'il faut retirer les eaux de ce site et les mettre dans un ossuaire? Cette question est très sérieusement qui va trancher sur cette affaire? C'est la direction des affaires culturelles, les archéologues de l'INRAP qui tranchera. Alors, je pense que, comme je le disais, hein, la question nous appartient essentiellement. C'est à travers la mobilisation que on finira par savoir ce qui va réellement se passer. Bien sûr, tout cela va demander des financements, mais je pense vraiment que si la population s'empare de cette question et manifeste son intérêt pour que ces ossements soient préservés, pour qu'un site mémoriel soit créé, cela permettra peut-être de prendre une décision beaucoup plus vite. Il se trouve qu'en fait, tout ce qu'il y a à faire coûte beaucoup d'argent. C'est ça la grosse problématique aujourd'hui. En même temps, nous sommes sur un domaine un peu particulier, surtout en ce qui concerne la plage de Raisin-Clair, parce qu'il faut savoir que c'est un domaine qui relève à la fois du Conservatoire du littoral, donc de l'État, qui relève à la fois de la municipalité pour tout ce qui est de l'enfoui, mais qui en même temps est un domaine privé. La plage de Saint-François appartient effectivement à des bailleurs privés. Donc en fait, c'est la conjonction de toutes ces personnes qui permettra de prendre une décision. Mais comme cela coûte beaucoup d'argent, je pense que c'est la pression populaire qui fera que les choses vont bouger. Alors comment ça va se décliner cette manifestation? Alors la manifestation va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, on a voulu faire découvrir ces sites et d'autres aussi qui se situent en Grande Terre à travers un rallye de la mémoire. Le rallye, c'est un jeu, hein, c'est une chasse au trésor, une chasse indicée. L'idée, c'était de pouvoir faire tout le monde participer à cette opération ludique. Voilà. Cette opération ludique et mémorielle. Toute la famille peut effectivement participer à ce rallye. Parcours? On ne peut pas donner trop de détails sur le parcours parce qu'il faut que les gens... Tout ce que je peux dire, c'est que le départ se fera au Mont de la Mémoire, c'est quand même aux Abîmes. Oui, on va partir de manière symbolique du Mont de la Mémoire aux Abîmes et que la dernière étape de ce parcours, c'est là où nous faisons un lionnage avec l'Amou Bayo qui s'occupe essentiellement du site de Sainte-Marguerite, qui organise ce jour-là le Mets des Aïeux à l'habitation Néron. Nous avons prévu en bout de course de nous retrouver tous à l'habitation Néron pour un manger savonne. C'est quoi manger savonne? Ah, je crois que ça, en français, un déjeuner champêtre. Voilà, donc nous décider que, comme nous pas tellement aimé termes-là, ça va nous décider, on d'autres coulées. Manger savonne. Voilà, manger savonne. Voilà, donc on va se retrouver. Donc c'est une opération qui sera. Où là, il a fait manger savonne là? Il a fait à l'habitation Néron. Il a fait à l'habitation Néron. Donc pour les inscriptions au rallye, elles se terminent le 18 mai, c'est-à-dire demain. Donc j'invite tout le monde à vraiment se rapprocher du local de Mascaclé. Il y a une permanence qui se tiendra demain après-midi pour pouvoir recueillir les inscriptions. Les gens peuvent également s'inscrire sur les réseaux sociaux. Nous avons posté sur notre Facebook personnel, Karine Fleming, et aussi sur le Facebook de Mascaclé officiel, les fiches d'inscription. Donc les gens peuvent les télécharger, peuvent les ramener au local ou nous les renvoyer par mail à mascaclé 971@gmail.com. Voilà, mascaclé 971@gmail.com. Et pour avoir plus de renseignements, retenez bien ce numéro de téléphone 06 90 54 83 02. 06 84 c'est 90, excusez-moi, 54 83 02. Le deuxième temps, donc, c'est le 25, je le disais, donc avec ce grand causé public qui va se tenir en Savantico, c'est-à-dire juste à côté du local de Mascaclé. Voilà, au Rézé. Donc le local de Mascaclé, il est visible là, de la rocade. Voilà, Savantico, voilà. Et donc ce débat va se tenir à partir de 19h, mercredi 25 mai. Et nous avons un beau plateau d'intervenants. Vraiment, nous sommes contents
content parce que tous les spécialistes qui se sont penchés sur cette question ont répondu à notre invitation. Donc nous aurons entre autres Luc Renet du CIPN, nous aurons également Raphaël Rabanès qui est une anthropologue qui s'est penchée sur la question, elle travaille beaucoup avec Contre le silence et l'oubli. Nous aurons Harry Broussillon qui est un sociologue qui va venir parler un petit peu aussi de l'importance de préserver ces sites. Nous avons l'ADAC en la présence de Mme Bonissan qui est chef du service archéologie qui sera présente. Nous aurons le conseil général en la présence du conservateur du musée de Carclair, Mme Susanna Guimarès qui sera également présente. Nous aurons bien sûr les représentants de l'Ambou Bayo et de Contre le silence et l'oubli et dont Dominique Bernier qui est ingénieur culturel qui va venir aborder un petit peu la question de l'avenir, la question de l'après. Parce que c'est vrai que souvent quand on aborde ces questions, on entend certaines personnes dire « Ah, mais vous recensez le passé ». Il ne s'agit pas de ressasser le passé. Ce patrimoine que nous avons aujourd'hui, par exemple, il faut le préserver. Voilà, à Saint-François ou à Sainte-Marguerite, c'est un patrimoine unique. Il faut savoir qu'il n'existe dans la Caraïbe et même aux États-Unis aucun cimetière aussi large et qui a été étudié de manière aussi extensive. Donc c'est vraiment un patrimoine historique, pédagogique, culturel, qu'il importe de préserver parce qu'il doit être là pour les générations futures et toutes les personnes qui voudraient se pencher justement sur ces questions historiques en rapport avec la période de l'esclavage. Premier rendez-vous 21 mai. Et la suite, 21 mai pour le rallye de la mémoire. Donc je rappelle le numéro de téléphone pour les renseignements 06 90 54 83 02. Et deuxième rendez-vous mercredi 25 mai en Savantico au local à Mascaclé pour grand causé public là. Je rappelle bien sûr que toutes ces manifestations sont totalement gratuites. 13h25, la suite du journal. Et c'est ici, on va parler aujourd'hui des impôts. Des impôts. Oui, Danick. Les impôts se sont mobilisés ce matin à la mairie de Basse-Terre. Ils se plaignent notamment des nombreux postes supprimés, des conditions de travail dégradées, des conditions de réception des usagers inacceptables. Ils doivent décider cet après-midi de la reconduction de la grève. Reportage Maxime Morel. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'intersyndicale solidaire FO-CGT mobilisé pour deux raisons principales. Première raison là, c'est les effectifs. Et quand on parle d'effectifs, effectivement, quand il y a des organisations au niveau à travail là, et c'est les agents qui ont fait dans ça, et aussi les usagers. Dernièrement, nous avons un reportage sur l'accueil des usagers au Lamentin. Ben, nous toutes honte parce que c'est inadmissible d'organes d'administration comme ça pour recevoir les usagers. Deuxièmement, nous avons un directeur qui nous pose ça, qui a une attitude méprisante, arrogante envers les organisations syndicales, envers les agents et envers la population guadeloupéenne. Nous, on dit stop. On dit stop parce que derrière, il y a une qualité de réception des usagers qui est catastrophique. Lorsque vous avez un directeur régional des finances publiques qui accepte que les services soient fermés à 9h, dès 9h du matin, alors que normalement les services doivent être fermés à midi, midi et demi, c'est qu'il y a véritablement un dysfonctionnement. Et pour ça, on est dans la rue aujourd'hui pour réclamer des emplois supplémentaires, pas supplémentaires, mais pour réclamer les emplois perdus, on va dire, pour pouvoir faire nos missions. Donc là, aujourd'hui, nous sommes là pour dire aux usagers notamment que la politique qui est menée, nous ne sommes pas complices, nous sommes également victimes. Parce que nous faisons remonter toutes les revendications des usagers et les nôtres, mais le directeur ne nous entend pas. Et des fois, il a même une attitude désobligeante vis-à-vis de nos remarques. Pour lui, Internet va tout changer, va tout révolutionner, et donc tout va tous nous sauver. Pour lui, à terme, l'usager ne viendra plus au guichet. On lui a fait remarquer que certes, l'Internet est bien l'avenir, mais tout le monde en Guadeloupe n'a pas Internet. Tout le monde en Guadeloupe ne peut pas payer Internet. Et en Guadeloupe, le réseau n'est pas établi de la même façon en Guadeloupe. Donc en attendant qu'Internet soit 5.G, 6.G, de nous donner des effectifs pour faire le travail correctement. Et 3000 cas de Zika recensés à ce jour en Guadeloupe. Le virus connaît une progression exponentielle dans notre archipel. Et pour combattre ce fléau, l'ARS et la communauté d'agglomération La Riviera du Levant vont mettre en œuvre un plan d'action renforcé, un plan qu'ils ont présenté de manière plus détaillée ce matin au Gosier. On écoute tout de suite le reportage de Jeff Taylor.
En fait, on est sur quand même maintenant entré en phase épidémique, donc on a à peu près 800 nouveaux cas par semaine sur toute la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, cette réunion était pour moi très importante parce que c'est l'ensemble des maires d'une communauté d'agglos qui se mobilisent pour la lutte contre le Zika. Et ça, c'est très important parce que finalement, ils ont pris l'engagement de renforcer leur action, comme d'ailleurs on a pu l'échanger préalablement avec les techniciens, à la fois sur des équipes qui vont aller au devant de la population et avec des contrats aidés. Le préfet a pris un arrêté pour proposer aux élus donc 160 contrats aidés supplémentaires pris en charge à 95% par l'État. Que ces contrats aidés donc renforcent les équipes de terrain, qu'ils rencontrent les habitants et que ça renforce finalement le comportement qui est de faire le tour de sa maison. Donc il faut être sur le terrain avec les contrats aidés qui vont être recrutés, avec les associations du gosier, les conseils de quartier. Donc c'est ça le combat. Il faut être en contact avec la population, faire passer l'information, que la population soit beaucoup plus citoyenne. Et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir endiguer ce fléau. Et la vigilance va avec la sensibilisation, l'information. C'est vrai que sur Sainte-Anne, nous avons un service de prévention, des agents de prévention sanitaire. Et nous avons mené différentes actions dans les cimetières, dans les écoles d'une manière générale, mais aussi opérations spécifiques sur Bois-Gelant. Nous avons aussi mené des actions de façon domiciliaire, chez l'habitant, dans les bâtiments communaux. Mais néanmoins, nous restons vigilants parce que c'est la sensibilisation et l'information qui importe. Et surtout ce travail de proximité. C'est cette volonté politique que nous avons, évidemment, de mettre en place l'organisation, aidée en cela aussi par la communauté d'agglomération Rivière-du-Levant, où nous avons mis en place, nous avons présenté des pièges à moustiques. Et donc, avec l'accompagnement de l'État maintenant, à l'ARS, notamment en employant des contrats aidés. Et donc tout ceci viendra renforcer les actions que nous, les communes, nous avons l'occasion de mener déjà. Alors je vais vous présenter les pièges anti-moustiques. Il existe deux modèles. Le mosquitito, qui est fait dans un corps en nylon souple, avec un cercle blanc. Il est fait ou pour être suspendu à une hauteur maximum de 80 cm du sol, ou déposé dans un pot de 20 litres. D'accord ? Alors, pourquoi ça va fonctionner? Ça fonctionne tout simplement parce que vous avez une cheminée noire qui est là où va entrer les moustiques. Puisque cette cheminée noire est une couleur qui intéresse énormément le moustique. Alors il va entrer dedans à cause d'un courant d'air, un courant d'air émis par un ventilateur, ce qui va faire entrer 17 litres d'air dans le corps. Et au fond du piège, vous avez un attractant qui est fait sous forme de phéromones. Alors, ce sont des microbilles qui représentent les odeurs humaines et les sueurs humaines. Une fois que l'air tape sur ce petit sachet de phéromones, ça va laisser rémaner dans l'atmosphère une odeur que le moustique affectionne. Alors que le moustique va entrer dedans, capturer, ne pouvant plus sortir, eh bien, il va finir déshydraté. Voilà. Celui-ci, c'est le même principe, sauf que là, vous allez à tout moment contrôler la quantité de moustiques que vous avez récupéré en soulevant la cheminée qui est amovible. Et puis vous le redéposez, pas un moustique ne sortira. C'est ce que nous utilisons un peu partout, à l'aéroport, vous pouvez le trouver, au lycée hôtelier, dans des grandes structures. Beaucoup de particuliers ont adopté ce principe-là et aujourd'hui nous sommes à la CAL qui va mettre sur tout le territoire donc, ces deux pièges pour les écoles et pour les bâtiments publics. Les 30. Voilà, il est 13h31. Avant de parler de Colombo tout à l'heure, de cuisine indienne, on parlera tout à l'heure de sciatique avec notre chroniqueuse ostéopathe de la semaine. Je veux parler de Mélissa qui est déjà là, mais tout de suite avant la page de pub, on se retrouve avec Jessie, avec Mélissa et puis avec Madame Ramaï tout à l'heure pour parler de cuisine indienne. Dans le ZCL Retour, donc sur le plateau avec Jessie, mais aussi avec Mélissa Grondin. Et Jessie, juste un bref rappel des titres jusqu'ici.
Oui, Danick. Alors, vandalisme au Lamentin dans la nuit donc, du vendredi 13 de nombreuses plantes communales ont Comment été... s'appelle le maire? Jocelyn Sapoti, Danick. D'accord. Donc, je répète, de nombreuses plantes communales ont été arrachées et jetées sur la voie publique. Vous avez entendu donc tout à l'heure Jocelyn Sapoti, maire du Lamentin, s'exprimer. Et mobilisation aujourd'hui pour les impôts en Guadeloupe. L'amélioration des conditions de travail et l'arrêt des suppressions d'emplois font partie de leurs revendications. La grève risque d'être reconduite. Et enfin, l'ARS et la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant combattent en force le virus Zika. 3000 cas ont été recensés en Guadeloupe. Ils déploient donc un plan d'action renforcé pour combattre ce virus. Oui, mais voilà, si vous me voyez comme ça, c'est que j'ai un problème de sciatique. Et pour résoudre le problème de sciatique, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'ostéopathie. Et notre chroniqueuse ostéopathe du mardi, mais enfin c'est du lundi, mais lundi c'était la Pentecôte, donc il n'y avait pas d'ostéopathie ni de chronique. C'est Mélissa, bonjour. Bonjour Danick, bonjour. Alors, bien sûr, il faut parler de ça parce qu'en fait, c'est une maladie qui touche tout le monde, ça n'a pas d'âge. Il y a une certaine les vieux comme moi. Il y a une certaine tranche d'âge qui sont plus touchées, donc de 35 à 60 ans. Oui. Et il faut savoir qu'il y a 15% de la population mondiale qui est touchée par la sciatique. Et chaque année en France, on a plus de 400 nouveaux cas concernant la sciatique. Et c'est une maladie grave, Mélissa? En soi, non, c'est pas vraiment grave, mais c'est invalidant, c'est gênant. Voilà, et douloureux surtout. Hein. Et douloureux. Voilà. Douloureux. Alors, comment on peut expliquer ça? On va avoir des images tout à l'heure qui vont défiler. C'est un nerf finalement qui nous embête, c'est ça? Voilà, en fait, la sciatique, c'est dû à la compression du nerf le plus long et le plus gros du corps, donc le nerf sciatique. Donc généralement, on a une douleur dans la fesse ou dans la cuisse, mais qui peut aller jusqu'aux orteils. Ah, jusqu'aux orteils? Oui, jusqu'aux orteils, puisque ce nerf va continuer justement jusqu'au pied. Ouais. Donc on va avoir une douleur qui peut être aiguë, lancinante, c'est-à-dire des crises des pics de douleur, on va alors dire. C'est ce qu'on appelle le nerf coincé, c'est ça? C'est qu'on dit que le nerf il est coincé. Oui, voilà, c'est ça en fait. Il est comprimé, donc ça peut être au niveau des vertèbres, donc au niveau lombaire, mais pas que, ça peut être aussi au niveau du petit bassin, au niveau du membre inférieur, donc tout ce qui peut comprimer le nerf sur le long de son trajet en fait. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui cause ce genre de problème sciatique? Donc on a différentes causes. Donc les principales ce sont la hernie discale et le lumbago. Ouais. Donc la hernie discale c'est le pincement du disque intervertébral donc qui se trouve entre deux vertèbres. Donc celui-ci va être projeté vers l'arrière, ce qui va comprimer le nerf sciatique qui se trouve à cet endroit-là. Et les vertèbres, j'ai cru comprendre quand j'ai eu une sciatique qu'il y avait un liquide qui coulait entre les vertèbres et quelquefois qui s'asséchait, c'est ça? Après, oui, on a aussi de la synovie, mais pour la sciatique, c'est pas le même cas. Voilà, c'est pas ce qui. Alors, donc, quand on a ce type de pathologie, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'on a en venant chez l'ostéopathe, qu'est-ce qu'il fait? Bon, nous, en tant qu'ostéopathe, on va, comme pour chaque maladie, chercher la cause, l'origine du problème. Donc on va faire un interrogatoire précis, encore une fois, pour savoir à quel niveau le nerf est coincé. Justement, quels pourraient être les facteurs de risque? Les facteurs donc, qui peuvent favoriser justement, ce sont la vieillesse due à l'arthrose, comme on en a parlé il y a quelques temps. La femme enceinte aussi, vu... la bascule du bassin, voilà, le poids en avant, donc ça va pincer, rétrécir l'espace entre les vertèbres et coincer le nerf. On a également toutes les professions et les sports qui vont être, on va avoir des mouvements de torsion au niveau du buste, donc des mouvements qui sont non physiologiques, comme par exemple au tennis, on va avoir souvent le même mouvement. Voilà, donc ce sont tous les mouvements répétitifs et de torsion au niveau du buste qui vont créer le pincement, des mauvaises postures également qui peuvent engendrer. Si on est souvent assis. Voilà, la position prolongée assise, par exemple de longs trajets en voiture, ça peut provoquer la douleur de la sciatique. Voilà. Pour être passé par là, je ne vous souhaite pas d'avoir... Mais j'en ai eu une, c'est pour ça que j'attendais de savoir. Vous n'avez pas 35 ans?
Ben justement, c'est pour ça que je ne faisais ni partie des seniors, ni enceinte. Donc, j'attendais qu'elle me donne... Après, il y a des examens complémentaires aussi à faire, donc IRM ou scanner, justement, pour voir si au niveau lombaire... Mais je pense que c'est la position assise. Et à l'époque, voilà, j'avais un bureau, il fallait souvent que je me tourne comme ça. Donc, là, maintenant que vous me l'avez dit, je pense que c'est ça. Voilà. Il y a un autre syndrome aussi qui est souvent confondu avec la sciatique, c'est le syndrome du piriforme. Donc, du piriforme. Donc c'est un muscle qui se trouve au niveau de la fesse, et lorsqu'il est inflammé ou spasmé, donc il va comprimer le nerf sciatique qui se trouve juste au-dessus. Donc il suffit en fait juste de détendre ce muscle en fait pour libérer la douleur de la sciatique. Comment agit l'ostéo dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous faites? Nous on va libérer les zones de compression au niveau du nerf sciatique. Donc ça peut être au niveau lombaire. Donc s'il y a par exemple de l'arthrose, donc on va essayer de libérer, de redonner une posture normale à la personne pour éviter justement ces pincements. On va agir également au niveau du petit bassin, donc par exemple au niveau de la vessie. On va redonner de la mobilité à la vessie pour éviter qu'elle comprime le passage du nerf sciatique. Donc vous devez faire un masse et vous devez prodiguer un massage. En quelque sorte, oui, on peut dire que c'est un massage. D'accord. Voilà. C'est pas un vrai massage? Non, c'est pas vraiment un massage, qu'on va aller vraiment en profondeur au niveau de l'organe pour lui redonner de la mobilité. Ah d'accord, mais à l'extérieur quand même. Oui, à l'extérieur. J'ai eu chaud là. Alors, au-delà du traitement ostéopathique, est-ce qu'il y a d'autres mesures à suivre? Oui, donc lors des crises, donc, ce qui est recommandé en premier cas, c'est le repos. Donc au lit, éviter de rester aussi au repos assis parce que c'est ça qui provoque. Donc voilà, allongé sur un lit. Et généralement, le médecin va prescrire des antalgiques ou des anti-inflammatoires. Pour la sciatique, pas question d'infiltration? Si dans les cas les plus rebelles, on peut avoir recours à des infiltrations de cortisone ou dérivés de cortisone. Mais quel est le but de ces infiltrations? C'est pour diminuer la douleur, justement, en fait, redonner de l'espace pour que le nerf puisse... Alors, est-ce que quand on a la sciatique, après, on peut soulever des poids lourds, la bouteille de gaz dans chaque main? Il faut éviter, justement, parce que tout le port de charges lourdes, tout ce qui est effort, va contribuer à augmenter la douleur de la sciatique. D'accord. Et justement, c'est une question qu'on va demander aux patients. Donc, si lors de port de charges lourdes, d'efforts, lorsqu'on éternue également, lorsqu'on tousse, si la douleur est accentuée, donc c'est signe d'une sciatique également. Et ce type de traitement, ça dure quoi? En une séance, on peut régler le problème ou il faut plusieurs séances? Ça dépend de la personne, ça dépend de l'origine, en fait, de la cause de la sciatique. Mais ça peut aller d'une séance à 2-3 séances. Ici, il faudra plus que 2 séances, visiblement. Non, mais c'est passé. C'est passé. Je croyais que c'était en cours actuel. Non. Non, d'accord. Bon. Autre chose sur la sciatique, oui? Juste rajouter aussi que dans les cas, il y a des cas malheureusement dans les cas extrêmes, donc on peut aussi avoir recours à un traitement orthopédique, donc avec le port de corset, ou alors l'opération chirurgicale en cas par exemple d'hernie discale. Ou lors d'une tumeur. Le cas extrême, ça. Voilà. Parce que les tumeurs aussi peuvent. Parce que l'hernie discale et la sciatique sont en corrélation. L'hernie discale, oui, parce qu'on va avoir le pincement du disque intervertébral. Voilà, et donc qui va chasser le disque vers l'arrière et donc coincer le nerf qui se trouve à ce niveau-là. Cri de douleur. Voilà. Merci en tout cas pour ça. Et plus d'informations, comme on dit, 06 90 50 14 36. Voilà. Merci, c'est dit. Et on continue avec Jessie qui n'a pas de nerf sciatique en ce moment. En tout cas, j'espère pour elle. Elle est bien assise. Et on va parler d'autre chose. Je te demande le colloque international d'audit sur le blanchiment. C'est bien cela? Exactement, Danick. Donc, c'est les compagnies régionales des commissaires aux comptes de Basse-Terre et de Fort-de-France qui organisent ensemble un colloque sur le blanchiment et la fraude fiscale. L'objectif est de permettre aux entreprises de mieux connaître la législation des pays avoisinants. Ils organisaient ce matin une conférence de presse pour présenter cette rencontre internationale. Reportage Jeff Taylor. Depuis près de 12 mois, 9 à 12 mois que nous préparons ce colloque, et pour 2 raisons. La première, c'est que nous avons constaté qu'un nombre important de nos clients désiraient exporter leur savoir-faire
sur les pays de la Caraïbe. Donc certains s'installent à Saint-Domingue, d'autres à Sainte-Lucie et bientôt Cuba, partie hollandaise de Saint-Martin. Et pour certains qui sont en Guyane, s'installent dans les pays environnants dans la Guyane, Suriname et autres. Donc face à cela, compte tenu qu'un nombre de pays importants de la Caraïbe se trouvent dans la liste du GAFI, pays à faible réglementation, nous avons choisi d'anticiper leurs problèmes. Anticiper leurs problèmes, c'est-à-dire faire le maximum, prendre le maximum d'informations pour que leurs opérations commerciales soient sécurisées dans la zone. Donc, savoir là où ils vont, ce qu'ils risquent de trouver et comment résoudre le problème dans ce cas-là. Et pour ce faire, il est important pour nous, professionnels de l'audit, quand même de connaître. Et cela, donc, et pour connaître ces différents problèmes, il était indispensable d'échanger avec nos homologues de ces pays. Certes, vous avez vu parmi les invités qu'il y a des pays comme la Bolivie ou le Nicaragua. Nos clients ne vont pas, nos clients ne vont pas dans ces pays, mais pour nous, il était important d'échanger avec ces professionnels de l'audit pour savoir, compte tenu que leurs pays sont fortement touchés, pour savoir comment ils résolvent ces problèmes. Et ces problèmes résolus, nous pourrons, en ayant ces réponses, nous pourrons essayer d'adapter ces réponses aux problèmes que nous rencontrerons. La Gauloise et l'AOG se sont rencontrés samedi à Rivière-des-Pères à Basse-Terre. Une rencontre qui marquait le bilan de la saison. La Gauloise a gagné 2-0 face à l'AOG. Reportage Richard Etienne et Michel Terrasse. Oui, c'est satisfaisant dans la mesure où